Bien, salut à vous tous. Aujourd'hui, nous en sommes au chapitre 4. Donc, le chapitre 4, il constitue le début du récit de l'Aïcha. Vous vous rappelez, on a dit que dans la boîte à merveilles, on a affaire à une mise en abîme, ou bien ce qu'on appelle aussi un chevauchement de récit. On a un récit cadre qui est le récit principal, et à l'intérieur de ce récit, on a un récit enchâssé, imbriqué. D'accord ? Donc, alors, nous avons ici visite à l'Aïcha. D'accord ? Donc, la famille, le narrateur et sa mère, ils vont chez l'Aïcha. Donc, situation et description de la maison, bien de la demeure de l'Aïcha. La demeure de l'Aïcha est comme l'Aïcha. D'accord ? Elle se ressemble. L'Aïcha était une femme riche, maintenant elle est pauvre, mais elle garde une certaine dignité de son passé, si vous voulez, glorieux. D'accord ? Alors, sa maison, c'est la même chose. C'est une maison aujourd'hui, c'est une maison de pauvres, mais elle garde, elle aussi, une certaine dignité, un certain souvenir, si vous voulez, du beau temps. Alors, il y a des meubles, des coffres pour vêtements, parce que dans le passé, il n'y avait pas vraiment d'armoire, d'accord ? Donc, des coffres qui sont parés de cuivre ou bien d'argent, ou bien, d'accord ? Donc, c'est de très beaux coffres qui se vendaient très cher, d'accord ? Bien sûr, pour le temps. Alors, cette maison, elle garde, donc, dans son mobilier, dans ses meubles, elle garde un souvenir de ce qu'elle était avant. Bon, les deux femmes médisent. Médire, donc chaque fois que vous avez ce préfixe-là, mais ça signifie mal quelque chose, mal dire. Méconnaître, c'est mal connaître. Donc, mésestimer, c'est mal estimer. Donc, alors, médire, c'est mal dire. Médit de ses voisines. Bon, la différence entre les deux, l'Aïcha se trouve chez elle. On a dit que dans le passé, donc, elle habite un étage, il y a d'autres femmes qui habitent dans la maison. Les maisons n'étaient pas comme aujourd'hui, des maisons closes, fermées. Non, il y avait le milieu de la maison était dégagé. On pouvait voir le ciel à partir du milieu de la maison. Il y a seulement des chambres tout autour et le milieu, c'est vide. Donc, ce qui se dit dans une maison peut s'entendre dans une autre. Donc, l'Aïcha ne peut pas parler librement. La Zoubida, par contre, la mère du narrateur, elle n'est pas chez elle. Donc, elle est libre de dire ce qu'elle veut. Donc, la mère du narrateur médit, la Zoubida, elle médit ouvertement, d'accord, de ses voisines. En ce qui concerne l'Aïcha, elle prend un double visage ici, d'accord? Donc, un double ton, si vous voulez, une double façon de parler. Donc, elle fait l'éloge, elle loue, elle dit du bien, c'est ça faire éloge. Donc, elle fait éloge de ses voisines à haute voix, d'accord? Et lorsqu'elle veut dire ses vraies pensées, d'accord, elle baisse le ton, d'accord? Elle dit à voix basse. Sidi Mohamed joue avec les enfants de la maison. D'accord? Donc, il joue à la mariée. Bon, un garçon fait le marié, une petite fille fait la mariée, ils organisent un mariage. Ils se disputent, alors une femme vient, elle distribue des claques à tout le monde, des gifles à tout le monde, les frappe au visage avec la main. Donc, dans le passé, c'était chose normale, donc n'importe qui pouvait punir tous les enfants, ils pouvaient les frapper, d'accord? Et les gens parlent de ça comme d'une bonne chose, alors que c'était une très très mauvaise chose, parce que les gens ne sont pas toujours justes. Il y a des personnes qui frappent des enfants juste parce qu'elles ont envie de les frapper, ou bien elles frappent ceux qui ont fait du mal à leurs enfants, d'accord? Alors en frappant leurs enfants doucement et très fortement les enfants des autres. Bon, alors, non, on n'a pas le droit de frapper les enfants des autres. Bon, l'Ezouida fait l'éloge de la beauté de Rahma. Alors l'Ezouida, elle parle de Rahma, elle dit elle est très gentille, d'accord? Rappelez-vous, il y a encore 2 chapitres, 3, le premier chapitre, c'était une pouilleuse pleine de poux. C'est un maudit par Rahma, d'accord? C'est pas par moi. Donc, alors, maintenant, c'est une femme très gentille, très belle. Sidi Mohamed aussi, il reconnaît ça. Il dit oui, Rahma est vraiment très belle, mais je ne savais pas comment l'exprimer, alors que maman a très bien su la décrire. Entrée de Moulay Larbi, c'est le mari de
l'Aïcha. Et c'est justement, si vous voulez, c'est l'événement perturbateur du récit de l'Aïcha avec son mari Moulay l'Arbi. Donc la situation initiale c'était avant, c'était l'Aïcha, femme obèse, superstitieuse, d'accord, elle a une maison qui garde une dignité du passé, l'Aïcha elle aussi était une femme aisée, maintenant elle a des problèmes matériels, d'accord. Alors tout ça c'était la situation initiale. Maintenant le retour de Moulay al-Arbi, nous allons voir sous peu, nous allons voir que c'est l'événement perturbateur. Mari de Aïcha. C'est un vendeur de babouches, un babouchi. Les babouches, bon, vous savez, les trucs jaunes qui servent de sandales lorsqu'on veut aller dans une mosquée habillé d'une djellaba blanche, peut-être d'un torbouche rouge. Bien. Alors, mari de Aïcha, sa femme le rejoint alors que Zoubida. Alors, lorsque sa femme le rejoint, Zoubida regarde par la fenêtre, elle voit une femme dans son balcon et cette femme tout de suite commence à lui raconter une promenade, il l'a appelée Nzaha. Vous vous rappelez les emprunts? Donc, et on a dit les emprunts servent deux choses. Les emprunts permettent de réaliser la fonction ethnographique qui est celle de faire connaître la civilisation marocaine et elle revalorise aussi la culture marocaine en disant que Nzaha égale promenade, donc culture marocaine égale culture française. Retour de Lalla Aïcha. Et comme j'ai dit avant, ici l'auteur a le choix d'insérer ou bien non cet emprunt-là. D'accord, il peut dire tout simplement promenade et passer, d'accord, mais s'il dit Nzaha, c'est exprès. Il veut le dire pour une raison bien précise. Bien, moi, je vais vous dire tout simplement que la raison essentielle, c'est que un roman pareil de mots comme ça attirait les Français et le roman se vendait très bien. D'accord. Alors, retour de Lalla Aïcha et confidence faite à Lalla Zoubida. D'accord. Donc, Sidi Mohamed a entendu le mot Pacha, synonyme d'or. Donc, dans le passé, les régions rurales, les campagnards, d'accord, les villages et les douars avaient un caïd, comme Glaoui, comme l'Iyadi, comme Issa ibn Omar, comme, d'accord, donc un tas de caïds. Et ces caïds, c'était des rois dans une région. D'accord, c'était des rois. Par exemple, dans une circonférence de 100 km, ils avaient leur armée. C'était eux la loi. Si vous aviez des problèmes, donc deux hommes qui voulaient voir le juge, ils venaient voir le pacha ou bien le caïd. Alors le pacha ou bien le caïd avait l'autorité complète. Ils n'avaient pas besoin. Ils étaient très bons juges sans avoir à passer par des universités de droit ou bien, d'accord. Donc les deux personnes viennent, chacune se plaint et tout de suite après, le pacha ou bien le caïd énonce son verdict. D'accord. Donc, il y avait vraiment beaucoup d'injustice. Et le verdict, ça peut être même la mort. D'accord. Ouais. Il peut condamner une personne à être enterrée vive, comme Antigone. D'accord. À être emmurée, mise dans un mur. Bien. Alors, c'était synonyme de tyrannie, d'accord. La tyrannie, le despotisme, la dictature, tous ces mots, ils signifient la volonté de la personne. Lorsqu'une personne gouverne comme il lui plaît, comme il lui sied, donc c'est la tyrannie. D'injustice et de calamité. Les calamités, ce sont les catastrophes. D'accord. Telle une petite fille, l'Aïcha pleure. Alors, je vais vous rappeler ici, s'il vous plaît, une chose. Je vais vous rappeler la focalisation qu'on a vue l'autre jour. C'est Sidi Mohamed ici qui raconte. C'est l'enfant. Pourquoi? Parce qu'il a entendu le mot Pacha, mais il n'a pas entendu ce qui s'est passé, alors il ne sait pas ce qui s'est passé. Mais en ce qui concerne Ahmed Sfarewi, c'est lui bien sûr qui a inventé ce récit, ou bien qui le raconte. Donc il connaît tout lui, il connaît ce qui s'est passé, il connaît comment ça va se dénouer à la fin, d'accord, il connaît tout. Mais lorsqu'il voit les choses avec le regard de Sidi Mohamed, c'est Sidi Mohamed qui raconte, Sidi Mohamed ne sait que ce qu'il apprend. D'accord. Il n'a pas encore appris ce qui s'est passé avec le pacha, alors
il ne sait rien. Nous ne savons rien parce que nous savons ce que c'est Sidi Mohammed. C'est pour ça que dans la narration externe, lorsque c'est un narrateur externe qui raconte, on dit que le lecteur sait plus que le narrateur. Il connaît des choses que le narrateur ne connaît pas. Lorsque le narrateur est un personnage, il y a égalité. Le lecteur, il sait ce que c'est le narrateur. Nous savons ce que c'est Sidi Mohammed. Nous ne savons pas ce que ne sait pas Sidi Mohammed. Donc, alors, nous passons ici, Aïcha pleure, est consolée par la mère du narrateur. Donc, ce dernier, bien sûr, c'est un enfant, il ne comprend pas l'étendue du malheur de l'Aïcha, une femme qui est maintenant proche de la vieillesse, pleure. D'accord ? Alors il commence à faire une chanson comme quoi le pacha dévorait l'Aïcha ou bien sa mère l'arrête. Retour à la maison, oui, le narrateur va retourner à la maison tout ensommeillé, c'est la nuit, et le lendemain matin, d'accord, c'est en racontant ce qui s'est passé au père que Sidi Mohammed arrive à glaner l'histoire et qu'il va nous la raconter. Donc la mère raconte ce qui est arrivé à l'Aïcha, d'accord, et bien sûr, ce qu'elle a raconté, je vous le raconte maintenant. Moulay al-Arbi a accueilli un personnage qui s'appelle Abdelkader. D'accord ? Abdelkader n'avait pas le sou, était fauché, il n'avait pas d'argent. Alors, Moulay al-Arbi l'a accueilli chez lui. Pas chez lui, bien sûr, dans sa boutique. Bon, il lui a donné du travail, il lui a même prêté de l'argent pour se marier. Vous savez combien il lui a prêté pour se marier ? 80 centimes. D'accord ? Et ils se sont disputés, ils sont allés voir le pacha à propos de ces 80 centimes et à propos d'autre chose. Abdelkader s'est prétendu l'associé de Moulay al-Arbi. Et puisqu'il étaient depuis des années dans la boutique, les gens croyaient vraiment qu'Abdelkader était l'associé. Alors le pacha a prononcé le verdict en faveur d'Abdelkader. Bien. Zineb parle à son chat comme à un enfant, et Sidi Mohammed se moque d'elle. Il dit, moi je sais comment parler aux objets de ma boîte à merveilles. Quant à elle, non. Le récit d'Abdallah l'épicier, et Abdallah l'épicier, bon, je vous le raconte en gros aussi, c'est un personnage énigmatique, c'est une énigme, c'est un mystère, on n'arrive pas à le comprendre. En fait, Abdallah n'est pas un vrai personnage, d'accord ? Pourquoi ? Parce qu'un vrai personnage dans un roman, c'est un personnage comme la personne réelle. La personne réelle est faite de sang, le personnage est fait d'encre, mais tous les deux ont les mêmes caractéristiques. Ils ont tous les deux un portrait physique, ils ont tous les deux un portrait moral, ils ont tous les deux une situation sociale, ils ont tous les deux une identité, une adresse. D'accord ? Alors que Abdallah l'épicier n'a rien de tout cela. On ne lui connaît ni histoire, ni demeure, on ne sait pas où il habite. On prétend même que quelqu'un l'a suivi, qu'il est entré dans une zaouia et que la personne est entrée aussi, ou bien il est entré aussi, qu'elle a cherché Abdallah, mais ne l'a pas trouvé. Il est entré, il a disparu dans la zaouia. Alors, des personnes le croient un allié de Dieu, un saint, alors que d'autres disent que c'est un allié de Satan. D'accord, du démon. Bon, alors les indices disent que c'est un mouchard, un indicateur du merzen, alors que d'autres disent que, au contraire, c'est un détracteur du merzen, c'est un ennemi du merzen. Et lui aussi, il a énormément de détracteurs, comme il a énormément de fans, de personnes qu'il aime, d'adorateurs et d'admirateurs.
Bien, alors, et à ce propos, il y a même deux personnes qui vont se battre à propos de lui. Il y a le Habib qui est un forgeron et il y a Ibn Bi. Ibn Bi, c'est une personne toujours portant toujours une petite djellaba blanche avec une toque rouge et des babouches jaunes. Bon, il veillait à être toujours à l'heure à la mosquée. C'est lui qui se considérait un saint. Et lorsqu'on dit que Abdallah est un saint, ça ne lui plaît pas. Alors il le détestait beaucoup. Ils se sont disputés, lui et Al-Habib, à propos de notre personnage, de notre épicier. Et Al-Habib a flanqué une raclée, il a frappé Ibn Bi et il a regretté, alors il a jeûné. Il n'a pas mangé pendant 3 jours, comme on jeûne durant le Ramadan. Bien, alors maintenant il nous reste à dire une chose. Donc il y a vraiment du plagiat ici. Oui, ça ressemble à une histoire à propos d'un personnage qui s'appelle Giton. D'accord J'ai le nom de l'auteur au bout de la langue, mais il m'échappe. Mais ce qui nous intéresse, c'est que le portrait fait d'Abdallah ressemble beaucoup au portrait fait de Giton. C'est une personne satisfaite d'elle-même, une personne qui raconte tout le temps des contes, d'accord, sans prendre compte de l'auditoire, des gens qui sont en train de l'écouter. Alors tu peux venir écouter ton allée, une autre personne venir écouter son allée, lui il ne reprend pas son récit, il continue à raconter sans relâche. Sidi Mohamed ne l'a jamais vu, c'est son père qui lui raconte l'histoire. Nous passons, bon, alors pour le chapitre 4, j'aime m'en rappeler avec des noms. Je dis Aïcha, Larbi, Abdelkader, Abdallah. D'accord donc pourquoi Parce que tout simplement, ces noms me permettent de me rappeler les contenus de ce chapitre 4. Bon, et la fin de ce chapitre 4 parle d'Abdallah l'épicier, et faites attention, le chapitre 4 finit par un petit récit, chapitre 5 aussi, chapitre 6 aussi. Alors, il est primordial de s'en rappeler. Donc, le petit récit à la fin du 4e chapitre, c'est Abdallah l'épicier. Alors, rappelez-vous-en, parce que si on vous donne un texte sur Abdallah l'épicier, on vous dit situer le passage, c'est un récit qui est, si vous voulez, détaché du reste des événements du roman. Ce qui fait vous ne saurez pas où est placé ce récit. Sauf si vous l'avez, bien sûr, mémorisé dans votre tête. Alors rappelez-vous, Abdallah, c'est chapitre 4. Et lorsqu'on va voir le petit récit du chapitre 5, vous allez vous en rappeler. Et du chapitre 6 aussi, d'accord? Alors, le fqih est de très bonne humeur. Pourquoi? Parce que nous sommes passés maintenant, je m'excuse, j'ai oublié de vous le dire, au chapitre 4, nous sommes passés à l'automne. Chapitre 1, c'était l'hiver. Chapitre 4, c'est l'automne. Chapitre 8, c'est l'été. Donc il y a 3 saisons dans ce roman, il n'y a pas 4. Il y a des personnes qui aiment l'appeler la symphonie des 3 saisons. Alors maintenant, nous sommes, chapitre 5, rappelez-vous de ça aussi, chapitre 5, 6 et 7, c'est l'Ashura. Chapitre 5, c'est 15 jours avant l'Ashura. Chapitre 6, c'est 1 semaine avant l'Ashura. Et chapitre 7, c'est l'Ashura. 2 jours, 1 journée et l'Ashura. D'accord? C'est ça le chapitre 7. Après le chapitre 7, nous passons directement à l'été, à l'histoire du père. Bon, il est très content, de très bonne humeur. Pourquoi? Parce que l'Ashura approche, on va lui donner des provisions, on va lui apporter de l'huile, de l'argent et tout. Alors il est vraiment très content. Il annonce l'Ashura dans 15 jours à ses élèves. La mère du narrateur est sortie avec l'Aïcha et le narrateur est très apeuré. Toute la chambre se transforme en monstre. C'est seulement au retour de sa mère que la chambre prend son aspect habituel, que les monstres disparaissent. Donc la mère raconte un malheur arrivé à l'Aïcha. Sidi Mohamed n'a pas entendu ce malheur. D'accord? Bon, comme d'habitude, vous voyez, j'essaie de ne pas vous lire simplement le récit. D'accord? Donc, si vous voulez lire ça, vous arrêtez la vidéo, vous lisez à votre aise, après m'avoir écouté. Ou bien vous pouvez d'abord écouter la vidéo
en faisant attention tout simplement à mon explication, ensuite revenir et essayer de suivre la lecture de... Et d'ailleurs, ça me donne une petite idée. Donc, à la fin de ça, je vais rétrécir, je vais diminuer les caractères de cette écriture et je vais vous afficher tous les chapitres écrits. Donc, un chapitre dans chaque image, comme ça, et vous pouvez avoir tout le résumé que je vous propose ici. Sidi Mohammed n'entend pas tout, il entend simplement des bribes, mais il se dit, mais l'histoire ne sera que trop reprise. On va la raconter et la re-raconter plusieurs fois. Ce qui fait, je vais savoir de quoi il retourne, je vais apprendre ce qui s'est passé. Et peu après, sa mère raconte à Rahma, il peut entendre ce qui s'est passé. Donc, l'Aïcha a tout vendu, tous ses meubles et tous ses bijoux pour venir en aide à son mari, parce que son mari a perdu la moitié de son atelier, a perdu une somme importante, on a dit 80 centimes, une somme importante à cette époque-là, d'accord. Donc, il a perdu une somme importante, donc il va faire faillite. Mais sa femme va le sauver, elle se sacrifie pour le sauver. Bien, donc le deuxième grand thème de ce chapitre, c'est la mort de Sidi Mohammed ben Tahir. C'est un vieux coiffeur voisin. Donc, on entend des cris, c'est ce vieux coiffeur qui est mort. Le Zoubida, il dit à une voisine, il lui dit, je crois que c'est Fatma Bziouyia, je me rappelle pas très bien. Donc, elle lui dit, tu sais, j'ai besoin de pleurer. Alors, je vais aller là pour pleurer un peu et me soulager. Sidi Mohammed lui dit, moi aussi, je veux pleurer. Donc, non, tu ne vas pas y aller. Non, je veux pleurer. Alors, elle lui donne une gifle et lui dit, vas-y, pleure. Donc, alors, et à la fin, à la demande de la voisine, elle l'emmène avec elle. Donc là, les femmes pleurent, il y a une pleureuse professionnelle, il y a une femme qui est payée pour pleurer, et pour dire des litanies, une sorte de poésie faisant l'éloge de la personne qui est morte et du malheur des siens. Donc, Zineb et Sidi Mohammed n'arrivent pas à pleurer. Mais à un certain moment, Sidi Mohammed donne un coup de poing à Zineb pour l'aider à pleurer. Retour de la mère, les voisines, bien sûr, très curieuses, lui demandent ce qui s'est passé, alors elle leur raconte. Le père du narrateur, Sidi Mohammed est très triste après avoir vu les femmes pleurer. Il est angoissé par la mort. Alors son père lui raconte l'histoire de Sidi, 3 points. C'est comme ça dans le récit. Peut-être que c'est Sidi Mohammed qui a oublié, peut-être que c'est le père qui a oublié. Donc Ahmed Sfraoui il veut renforcer son pacte de sincérité ici. D'accord? Donc, c'est-à-dire, si j'ai inventé une histoire, il ne me coûte rien de vous inventer. D'accord? Si j'invente une histoire, disons le présent, si j'invente une histoire, il ne me coûte rien d'inventer un nom. D'accord? Mais non, je ne me rappelle pas du nom, alors... oui, mon père ne se rappelle pas du nom, alors je ne vous donne pas de nom, pour ne pas mentir, pour ne pas inventer. Donc, et cette histoire, c'est que Sidi avait une boutique dans une kissaria près du cimetière. Lorsqu'un convoi mortuaire, lorsqu'on amène quelqu'un qui est mort vers le cimetière, Sidi Mohammed prenait ses babouches et suivait le cortège funèbre. Mais un jour, il y a une personne qui est très pauvre, on l'emmène, quelques rares personnes suivent le cadavre. Sidi prend ses babouches pour y aller, ensuite il se ravise, il pose ses babouches, il n'y va pas. Alors à la Kissaria, on commence à dire, ah non, Sidi est hypocrite, il accompagne seulement les riches.
lorsqu'il entend ça, Sidi leur raconte la vérité. Il a vu des anges du ciel accompagner le cadavre et lui c'est un pauvre pécheur, il a commis beaucoup de mauvaises choses, alors il a eu honte de suivre un tel cadavre et il est resté par honte parce que cette personne est vraiment très pieuse et qu'elle est accompagnée par des anges. Sidi Mohammed est rassuré, mais lorsqu'on veut emmener le cadavre au cimetière, les cris reprennent de plus belle, c'est-à-dire elles reprennent de plus fort. Et Sidi Mohammed a encore une deuxième crise. Et il commence à pleurer et à dire « Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. » Il s'endort et il rêve qu'un ange lui apporte sa boîte à merveilles, qui se transforme en cercueil. Le cercueil, c'est le coffre dans lequel on met les cadavres pour les enterrer dans la tombe. Donc, la boîte à merveilles devient un cercueil, et lui, il meurt, et on le met dans le cercueil, et le cercueil l'emmène, ce cercueil qui est la boîte à merveilles, l'emmène au paradis. Et le matin, lorsqu'il se réveille, le soleil était déjà haut dans le ciel, il ne s'est pas réveillé tôt, et il avait oublié toutes ses angoisses. D'accord ? Il ne se rappelait plus de ses peurs. Bon, alors ici, dans le chapitre 2, il nous a raconté, Mohammed nous a raconté la matinée très tôt, comment le père s'habillait, comment les femmes se saluaient. Ici, il va nous raconter ce que faisaient les femmes vers 10 heures à peu près, le soleil est déjà très haut. Alors, ce sont les soufflets qui font le plus de bruit. Alors les soufflets, c'est avec lesquels on souffle sur le charbon qui est allumé dans les braseros, d'accord? Et bien sûr, si vous trouvez ces mots un peu difficiles, vous pouvez, après avoir écouté ça, revenir à la version en arabe, et c'est expliqué en arabe, donc vous allez connaître tout ce que signifient tous ces mots-là. Bon, alors maintenant, mais le brasero, c'est ce petit truc là, ce petit instrument si vous voulez, ustensile si vous voulez, qui est fabriqué en argile ou bien en fer et dans lequel on met le charbon et on l'allume pour cuire. D'accord? Alors j'ai ici, Sidi Mohammed, il entend les soufflets bien sûr avec lesquels on souffle et ils font du bruit. Alors à partir de ce bruit, il y a des soufflets qui font des bruits qui ressemblent à un S, d'autres qui ressemblent à un H. Alors pour lui, ceux qui ressemblent à un S, ils sont en train de dire je souffre, je souffre, je souffre. Ceux qui font un H, ils disent j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. D'accord? Alors, c'est le petit récit à la fin dont vous devez vous rappeler, c'est le récit de la petite chaînette en cuivre. Sa mère donne à Sidi Mohammed une petite chaînette en cuivre, mais elle est très rouillée, elle est pleine de matière noire, d'accord? Vous savez, le fer et le cuivre, ils peuvent se rouiller. Bon, alors, il commence à polir, à frotter ce cuivre pendant beaucoup de temps. Et lorsque la chaînette est bien polie, très brillante, le chat de Zineb vient, alors lui, il accroche la chaînette au cou du chat, le chat prend peur et s'enfuit, saute dans les terrasses des voisins et s'enfuit. Donc, lorsque Mohammed frappe Zineb en criant que c'est elle qui a envoyé son chat pour lui voler sa chaînette de cuivre. D'accord? Bien. Alors, à la fin, les élèves, ils apportent les offrandes de l'Ashura. Je m'excuse, ah oui, je trouvais vraiment étrange. D'accord, c'est le chapitre 6, donc là, je m'arrête. J'espère que cette leçon vous a plu. Je vous souhaite bonne chance et je vous dis à la prochaine.